Bonjour à toutes et à tous, tout de suite, votre journal. Et on entame ce journal avec cette proposition de l'administration Biden. Elle a décidé de s'accorder avec ses partenaires internationaux sur un taux minimal d'imposition des entreprises. Cette nouvelle est plutôt bien reçue en Europe. Cela permettrait de réguler la concurrence commerciale entre les pays et de leur donner les moyens d'un développement économique plus harmonieux, sans dumping social notamment. La grande difficulté sera de trouver un taux d'équilibre acceptable par tous, puisque le taux d'imposition sur les sociétés n'est par exemple que de 13% en Irlande, quand il est plus du double en France. Et on en vient tout de suite à notre sujet du jour. Tous les premiers mardis d'avril se déroule la Journée mondiale du travail invisible. Cette initiative d'influence canadienne prend de plus en plus d'ampleur en France, et pour cause, le travail bénévole représentant la majeure partie de ce travail invisible. Une activité qui concerne plus d'un Français sur deux. Mais ce travail invisible connaît aussi des problèmes de reconnaissance. Plus d'explications tout de suite avec le reportage de la rédaction. Alors, comme je dis souvent, quelquefois c'est juste le bon moment, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher le to-be pour aller faire le diagnostic, et nous on est là pour faire le diagnostic, et on s'aperçoit qu'on est là. Quelquefois, hélas, on est plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on est dans le SAMU, 06 comme dirait l'autre. Il faut passer dans des phases très difficiles de survie. Et puis quelquefois, hélas, quand on fait la métaphore, elle n'est pas très agréable, mais il faut aller aux pompes funèbres. Ne vous y méprenez pas, Jean-Michel Fauconnier ne fait pas partie du corps médical. Ce retraité a choisi d'occuper son temps libre en aidant les entreprises en fin de parcours. Ah ben c'est quelque chose qui est dans ma fibre, entre guillemets, personnelle. Moi j'estime que, ayant 70 ans ou un petit peu plus, j'ai bénéficié des 30 glorieuses. Il faut à tout prix qu'on redonne, entre guillemets, ce dont on a bénéficié, nous, vers des générations, je dirais, un petit peu plus jeunes. Et si on a acquis en plus une expérience dans un certain domaine, c'est parfait, il faut l'utiliser. Moi, c'est une fibre, je dirais, naturelle que j'ai en moi. Et tant que, entre guillemets, les neurones fonctionneront et que la santé ira, je ferai ça parce que ça fait partie de mon équilibre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie des choses personnelles et puis il y a des choses comme ça, un petit peu plus professionnelles, qui font un juste équilibre entre les deux. En fonction de la difficulté, les dossiers peuvent lui prendre jusqu'à 50 heures par mois. Pourtant, Jean-Michel ne perçoit aucun revenu de cette activité et c'est ce que l'on appelle le travail invisible. C'est entièrement du bénévolat, c'est-à-dire que c'est entièrement gratuit pour les personnes qui viennent nous voir. Entièrement. En 2019, l'Assemblée nationale estimait que la rémunération des 70 000 bénévoles des Restos du Cœur représenterait plus de 200 millions d'euros par an. De quoi relancer le débat sur la reconnaissance notamment juridique de ce terme, car aujourd'hui, le travail invisible ne bénéficie d'aucun encadrement juridique. La notion de travail invisible est une notion qui est certes intéressante, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle émerge, mais qui à mon sens n'est pas une notion juridique. Et peut-être qu'à mon sens cette idée émerge parce que c'est un travail qui n'est pas comptabilisé, qui ne fait pas partie du PIB, qui ne contribue pas à la création officielle de richesses, alors qu'en réalité il contribue de manière officieuse à la création de richesses. Il fait partie de l'économie pleinement visible, mais pourtant c'est sa visibilité qui est en jeu, mais ça n'est pas son effectivité. Et l'effectivité, ça c'est plus une notion juridique. Donc finalement, il mériterait d'être encadré par le droit. Mais la portée économique de ce travail invisible semble aussi être un sujet particulièrement sensible et fait l'objet de plusieurs concertations. Alors, on a plusieurs définitions du travail invisible. Tout d'abord, on a une première définition du travail invisible qui correspond au travail domestique. Alors ça, c'est tout un champ de littérature qui a été développé en matière économique depuis les années 80, et il fait écho au travail souvent assuré par les femmes au sein du foyer, c'est-à-dire des tâches ménagères, d'éducation des enfants, ainsi de suite. Donc c'est d'une certaine façon tout un travail qui ne fait pas l'objet d'une mesure économique
parce que ce travail ne fait pas l'objet de transactions de marché. C'est une des spécificités de la science économique, surtout actuelle. On part de la transaction, on part de l'échange marchand. C'est la bonne vieille phrase de Williamson en 1985, « At the beginning, there were markets ». Donc au commencement était le marché. Donc ce qui ne fait pas l'objet d'une transaction monétaire n'est pas mesurable et donc n'est pas mesuré. Donc on a ce premier aspect de travail invisible, qui est sans doute l'essentiel. On en a un autre qu'il ne faut pas négliger, c'est le travail fait à titre bénévole. C'est tout le travail qui est assuré gratuitement par les membres du milieu associatif. Et il pèse très lourd dans des pays très riches en associations et en vie associative, comme la France. En France, le nombre de bénévoles dépasse les 30 millions, un chiffre vertigineux mis à l'honneur en cette journée mondiale du travail invisible. Afin de réguler la population de goélands, source de nuisances pour les riverains, la ville de Nice poursuit cette année la campagne de stérilisation des œufs de ces oiseaux. Le drone de la société mandatée pour cette mission survolera les toits pour un repérage des nids. Cette opération sera suivie si nécessaire d'un nouveau passage de drone pour la stérilisation de ces œufs. Des périmètres d'intervention ont été définis à partir des doléances recueillies. Pour rappel, ces opérations sont conformes à l'arrêté préfectoral numéro 2017-1062. Et on passe maintenant à cette question de société qui a fait trembler la classe politique cette semaine. Le député Liberté et Territoire, Olivier Falorni, a relancé le débat autour de la fin de vie en France. L'élu estime que cette initiative représente un combat pour la vie et pour la conquête de l'ultime liberté. Le texte était examiné ce jeudi à l'Assemblée, mais la loi n'a pas pu être tranchée. La rédaction s'est rendue à Antibes à la rencontre de Jean Leonetti, père de 2 grandes lois sur l'accompagnement en fin de vie en France. Regardez. Ce sujet est un sujet d'une grande importance. La mort dans une société, le fait de donner la mort à quelqu'un qui le demande, c'est pas des lois qui sont anodines, banales. Et le faire passer dans une niche parlementaire, c'est-à-dire dans quelques heures à l'Assemblée nationale sans avoir eu un débat national sur le sujet, c'est quand même assez décevant. Donc sur la forme, il y a ce problème-là. Sur le fond, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on se préoccupe de savoir comment on peut donner la mort à celui qui la demande, et on se préoccupe malheureusement beaucoup moins de la façon dont on accompagne les personnes qui sont en souffrance en fin de vie, qui est un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Une société qui abandonne les plus fragiles dans les circonstances les plus dramatiques qui est la fin de vie est une société qui effectivement tourne le dos à sa culture et sa civilisation. Donc moi je prône depuis longtemps qu'il y ait un grand débat dans la société, non pas pour savoir si on est pour ou contre l'euthanasie, qui n'est qu'une partie du problème, mais pour savoir comment on considère la mort dans notre société, qui est devenue un tabou complet, puisque la mort est totalement médicalisée et elle a perdu son caractère familial et familier. On ne meurt plus à domicile, on meurt dans un hôpital et on meurt dans des conditions médicales. Or la mort, c'est toujours un problème intime, personnel bien sûr, complexe et douloureux, mais c'est aussi un problème de société dans son ensemble. Donc je pense que ce n'est pas un très bon moment pour le faire et ce n'est pas les bonnes circonstances pour le faire. Enfin, on est en train de perdre dans ce pays 100 000 personnes fragiles avec la Covid, et peut-être que la préoccupation que nous avons aujourd'hui est de faire en sorte qu'on préserve ces vies fragiles plutôt que de se poser la question qui peut donner l'impression que en fait ces fins de vie sont inutiles et qu'il faut les abréger. Son avocat dit qu'il manie l'humour avec brio, c'est à voir. L'homme d'affaires et de médias Pierre-Jean Chalençon a fait machine arrière après avoir prétendu organiser dans des restaurants de quartier chic de Paris des repas gastronomiques et clandestins auxquels des ministres auraient participé en pleine période de mesures sanitaires. Il est allé jusqu'à citer des noms. Une information qui a provoqué l'ouverture d'une enquête pénale par le procureur de Paris, Rémi Heitz. Depuis, le businessman iconoclaste est revenu sur ses affirmations. Parlons jeunesse maintenant. Pour mieux lutter contre le décrochage scolaire, les difficultés socio-économiques des familles et la recrudescence des violences entre les jeunes,
Le ministère chargé de la ville a dévoilé la liste des 45 quartiers identifiés pour le déploiement des bataillons de la prévention. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, les quartiers de l'Ariane et des Moulins pourront bénéficier d'ici la mi-juillet de ce dispositif visant à renforcer la sécurité et le vivre ensemble dans ces quartiers. Le député azuréen Cédric Roussel d'LREM a participé au premier conseil territorial politique de la ville aux côtés du préfet des Alpes-Maritimes et salue la concrétisation directe de l'engagement du gouvernement pour les quartiers et les mesures fortes instaurées en faveur de l'égalité des chances. Autre info, sur l'école, l'hébergeur français OVH réfute les accusations du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il avait estimé que les dysfonctionnements constatés cette semaine du site Ma classe à la maison relevaient de la responsabilité d'OVH et d'une cyberattaque. Pour ce premier jour de cours à distance, des écoliers, collégiens et lycéens français n'avaient pu se connecter. Éducation, toujours, les députés ont adopté la loi Molac en soutien à l'enseignement des langues régionales. À Nice, c'est l'impulsion qui manquait à l'école Calandreta pour voir le jour. Retrouvez tout de suite l'interview de Christao Dauroré, le futur directeur de cette école. À titre personnel, c'est l'amour de la langue, l'amour du Nissart. Après, bon, je l'ai vécu à travers la culture, c'est-à-dire le théâtre en Nissart, la radio, le centre culturel. Puis ici, ça fait une dizaine d'années que je donne des cours pour les lycéens, seconde, première, terminale. Pour les écoliers, je fais aussi une initiation, les collégiens aussi. Alors par contre, là, le projet d'ouverture d'école, c'est pour aller plus loin. Le problème, c'est que l'enseignement que je donne ici, c'est un enseignement qui est, on va dire, homéopathique. Bon, dans ces conditions-là, transmettre une langue, c'est impossible. Si on se baigne dans une langue, si tout notre environnement est que dans cette langue, on va être obligé de s'adapter. Ce serait même naturel. Quand on donne une explication en français sur notre langue, c'est-à-dire qu'on réfléchit en français sur la langue qu'on apprend. Et là, quand c'est l'immersion, on ne réfléchit pas, on s'adapte. Et s'il nous manque un mot, 2 mots, 3 mots, ben on suppose. Voilà. C'est ainsi que se termine votre journal. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine.